Famille complice. Le podcast qui fait grandir même les parents. Bonjour, moi c'est Anne. Il y a quelques mois, je rencontrais Anne-Claire Kleindienst, psychologue clinicienne, experte en psychologie positive. Ensemble, nous avons exploré les chemins complexes et fascinants de la parentalité. Et nous en avons fait un podcast, Famille complice, avec les éditions Mango. Depuis, le monde a été un peu bousculé avec la crise sanitaire. Et cela nous a donné envie de nous pencher sur les crises qui traversent nos familles et de répondre à cette question. Et si les crises, chez nos enfants, chez nos ados, dans nos couples, nous permettaient d'enrichir la relation? Cette fois-ci, c'est Camille qui va échanger avec Anne-Claire. Bienvenue dans ces 3 nouveaux épisodes et bonne écoute. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Camille. Anne-Claire, je suis ravie de vous rencontrer parce que j'avais écouté avec vraiment grand intérêt tous les conseils que vous aviez prodigués dans les premiers épisodes de Famille complice. Et j'avais envie d'échanger avec vous sur les crises que traversent nos enfants et qui peuvent être exacerbées par ce contexte de crise sanitaire qu'on traverse. Et je voulais vous demander si ces crises que traversent nos enfants, si on pouvait en faire quelque chose, ou même si on pouvait s'en servir pour grandir ensemble. Ben oui, parce que dans le mot crise, il y a la réponse à cette question en fait. Si on la prend dans la définition des pictogrammes chinois, il y a vraiment cette notion de danger. C'est le premier pictogramme, danger, péril. Ouais. Et le deuxième pictogramme, c'est opportunité. Perspective d'évolution. Okay. Donc oui, ça c'est la bonne nouvelle. Alors après, c'est vrai que c'est quand même important de s'équiper un peu, s'équiper en connaissance sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi les crises viennent, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, on va l'acquérir au fur et à mesure. Ouais. Alors du coup, quand un enfant traverse une crise, d'où ça vient ? Mais en fait, ça peut être plusieurs choses. On pense souvent à la colère d'injustice, c'est-à-dire l'enfant qui trouve que c'est pas juste et il est en colère et on a ce mot-là de la colère. Mais c'est important d'avoir en tête que ça peut être tout simplement une espèce de fatigue accumulée, une saturation. L'enfant a un système sensoriel qui est encore très sensible, très fragile et trop de bruit, trop de mouvements, trop d'émotions, des énergies qui se percutent un peu, une ambiance particulière, les adaptations qu'il doit faire tout au long de la journée, notamment à l'école, et encore plus dans un contexte comme celui qu'on a aujourd'hui, où l'enfant va sentir des tensions, des perturbations, des contrariétés aussi chez les adultes qui l'entourent. Ça peut faire le lit de la crise. Ouais, en fait, tout ça, c'est trop pour lui. C'est trop pour lui, absolument. Et puis, il peut aussi y avoir une difficulté particulière de l'enfant à gérer sa frustration selon son âge et selon sa personnalité, sa nature, ça va être plus ou moins facile. Ça fait aussi la crise. Et puis aussi le sentiment de ne pas être compris, parfois, tout simplement. Un enfant qui vit quelque chose et qui ne se sent pas rejoint, pas compris dans l'état dans lequel il est, ça aussi, ça peut faire le lit de la crise. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau quand tout d'un coup, ça explose ? Alors, ça se passe dans son cerveau, puis ça se passe aussi, évidemment, dans son corps. Dans son cerveau, c'est comme une sorte de disjoncteur qui se produit, c'est-à-dire que quand il est frustré, contrarié, épuisé, qu'il est au moment où ça explose d'une certaine façon, son cerveau du haut, qui est censé réguler, contrôler, lâche l'affaire, il disjoncte, et l'enfant part dans son cerveau du bas, un cerveau plus reptilien, plus réflexe, et puis surtout plus émotionnel, et il est complètement avec son émotion, avec sa dérégulation. Donc c'est vraiment de comprendre ça comme un court-circuit. Et tout le but, ça va être d'aider l'enfant à se réassocier, à recabler le cerveau du bas avec le cerveau du haut et à rebrancher la tête avec le corps. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme en tant que tel, le cérébral et corporel. Ok, et alors du coup, on fait comment pour réassocier tout ça ? Ben, ça va être tout le sujet, c'est d'accompagner l'enfant pour l'aider à se réassocier et lui permettre de petit à petit, au fur et à mesure qu'il grandit, de le faire lui-même. Donc au début, on va être vraiment dans un accompagnement de ce qui se passe pour lui. Peut-être qu'au début, il faudra d'abord qu'il décharge le trop-plein. Certains vont avoir besoin de shooter, d'autres vont avoir besoin de boxer, certains auront besoin de
cracher par la voix, de crier, de faire sortir cette espèce de tension qui s'est accumulée, d'énergie, on va dire, un peu négative qui s'est accumulée en lui. Donc, d'accompagner ça et de lui dire qu'il a le droit de lâcher du moment qu'il l'abîme pas autour de lui et qu'il casse pas. Donc, on peut lui offrir aussi des supports à ça pour qu'il ait le droit en toute légitimité de shooter, de boxer là où ça pose pas de problème. Donc, il extériorise avec le corps. Absolument. Il extériorise. Le corps est le vecteur pour pouvoir sortir ce trop-plein. Et en même temps, quasiment immédiatement après, c'est vraiment, dès que le trop-plein est sorti, c'est de lui donner et de lui offrir aussi des moyens de se rassembler, de revenir à l'intérieur de lui-même et de revenir en un seul morceau, vraiment de se réassocier. Et ça va être une démarche qui va se faire comme on va le sentir. Peut-être que certains enfants auront besoin qu'on les contienne et qu'on les aide à revenir à eux. Peut-être d'autres préféreront qu'on les laisse tout seuls. Dans tous les cas, c'est d'aller regarder avec eux ce qui est possible pour redescendre et pour revenir, vraiment ce qui s'appelle revenir à soi. Ouais. Et comme on est aussi par moments dans des situations qui ne sont pas forcément paroxystiques de crise, mais où il y a simplement un espèce de blocage qui se produit avec un enfant qui dit non, qui ne veut pas, c'est aussi cette idée de pouvoir détendre un petit peu cette tension liée au rapport de force et de peut-être lui demander son aide pour s'y prendre autrement, ou peut-être lui proposer de s'y prendre autrement. J'ai en tête cette maman qui voulait que son enfant vienne au bain et lui était complètement bloqué dans sa saturation du moment. Et elle a compris qu'il n'y arriverait pas comme ça, donc elle lui a proposé de devenir son cheval et il a grimpé sur son dos et ils sont allés prendre le bain comme ça en faisant même la pause par les toilettes. Le cheval a attendu son cavalier et ils s'en sont sortis. Et cette maman n'a pas lâché son projet qui était d'emmener son enfant au bain, mais elle a pris un autre chemin. On fait un peu diversion, on change un peu l'emballage. Et quelquefois, ça peut suffire. Donc, c'est ce genre d'idée-là, en fait. D'accord. Quand c'est possible. Et du coup, ça, c'est pour vraiment gérer la crise au moment même où elle arrive. Mais j'imagine qu'on peut aussi travailler sur une démarche un peu plus globale. On peut anticiper ces crises et les façons de les gérer. Absolument, parce que chaque expérience est une opportunité d'apprentissage pour nous, qui allons guider l'enfant, et pour l'enfant, qui peut aussi regarder ce qui lui arrive, dès lors qu'on lui propose d'en tirer des enseignements et de faire mieux la fois d'après. L'idée, c'est de prendre soin de ce qui nous arrive. Donc, ça va être vraiment cette idée de trouver des ressources, que l'enfant puisse vraiment sentir qu'il a le droit de s'occuper de ce qui lui arrive et qu'il ait des ressources. Donc, c'est vraiment l'idée aussi de savoir ce qui nous fait du bien pour que le jour où on n'est pas bien, on puisse aller chercher ça. C'est aussi l'idée de pouvoir relire avec l'enfant ce qui s'est passé. Il n'aime pas toujours qu'on fasse ça parce que ça lui rappelle le mauvais moment, mais ça vaut le coup aussi de façon très légère parfois, de lui dire, tu sais, la dernière fois, ce qui nous est arrivé, je me suis dit que peut-être la prochaine fois, si ça arrivait à nouveau, il y aurait ça ou ça ou ça qui te ferait du bien, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, et s'il n'est pas prêt, on laisse, on dépose juste le questionnement, et s'il est prêt, on en discute. Ouais, et puis du coup, ça permet de mettre un petit peu à distance, de prendre un peu de recul, et puis l'enfant peut se rendre compte que ça peut changer. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il va subir tout le temps, et c'est en mouvement, quoi. Absolument, et c'est ça qui est complètement essentiel, c'est que ça peut changer, qu'une situation n'est pas figée, qu'il n'est pas condamné à vivre des crises pour toute sa vie. Il n'a pas pris un abonnement pour ça. Et le cerveau est plastique, le corps est résilient, la relation est évolutive. Si nous, en tant que parents, on s'équipe pour accompagner nos enfants et qu'on leur montre qu'il y a des moyens de faire, on peut modéliser avec nous aussi ce qu'on va faire nous. Le jeu du sac de ressources, il sert à ça en famille. On va chacun constituer notre sac de ressources de ce qui nous permet d'aller mieux quand on va pas bien, de façon large. Et en modélisant le fait que même adulte, on a besoin de se réguler et de prendre soin de ce qui nous arrive, et que c'est vraiment ce que les enfants peuvent apprendre à faire aussi. Et là, du coup, ça réenchante les perspectives parce qu'on n'est pas coincé. Ouais. Et donc, du coup, ce sac de ressources, donc les parents peuvent en avoir un pour eux. On peut aider l'enfant à s'en constituer un également. Et qu'est-ce qu'on met dedans concrètement? Vous avez quelques idées?
Oui, alors ça va être les petites choses qu'on a de façon domestique à la maison et qui nous font du bien, hein, du doudou à la balle anti-stress en passant par le punching ball ou je ne sais trop quelle couette agréable. Pour les parents, évidemment, ce sera aussi les ressources qu'ils ont, eux, d'aller ouvrir la fenêtre, respirer en grand, ainsi de suite. Puis après, il y a les ressources un petit peu plus techniques qu'on acquiert, des ressources de respiration, des ressources de relaxation, de décontraction, tout simplement, des ressources qui sont parfois par le mouvement. On vide, on lâche, et parfois par l'immobilisation. Des ressources de visualisation, des ressources où on écoute de façon auditive des petits programmes qui sont faits pour. Méditation pour les enfants, petites histoires qui nous apaisent et ainsi de suite. Et peut-être aussi quelques techniques de gestion des émotions à proprement parler, comme cette technique de l'EFT, qui est un acronyme anglais pour le traitement émotionnel, où on va apprendre à tapoter des points de méridien de médecine chinoise qui vont vraiment aider à calmer dans l'instant un état émotionnel un peu intense. Voilà, il y en a pléthore. Nous, on en liste un certain nombre dans ce livre de la crise pour les enfants, mais il y en a dans un certain nombre d'ouvrages disponibles vraiment aujourd'hui. Et vous disiez qu'en fait, on apprend à faire ça, c'est un apprentissage. Donc du coup, moi, quand on me dit apprentissage, moi j'entends en fait on a le droit de se tromper aussi. Non seulement on a le droit de se tromper, c'est vraiment une progression, mais il est aussi question de s'entraîner et de se donner les moyens de pratiquer, parce que c'est aussi ce travail répétitif ou cette pratique répétitive qui va faire qu'on progresse. Tout comme on va progresser en footing ou en musculation ou en natation, on peut progresser en capacité à revenir à soi et à être plus capable de gérer les moments difficiles. D'accord. Donc, en conclusion, Anne-Claire, on observe, on apprend en essayant et puis éventuellement en se trompant, on relie les expériences et en fait, on avance ensemble. Et c'est peut-être que ce qui fait le plus de bien à entendre, c'est de se dire dans ce contexte général un peu compliqué qu'on n'est pas obligé de subir les crises, mais on peut agir dessus et elles peuvent nous servir et ça peut être un moyen pour tout le monde d'avancer ensemble. C'est exactement ça. Ah, merci. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour évoquer ce sujet de la crise dans la relation avec nos adolescents, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Avec plaisir. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à découvrir le livre d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, Le petit décodeur illustré de l'enfant en crise, publié aux éditions Mango. Vous y retrouverez tous les conseils en parentalité positive pour les parents et leurs enfants. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le relayer. Merci pour votre écoute.